La procédure de réparation des victimes dans les affaires Jérémie Katanga, Thomas Lubanga et Bosco-Ntaganda. Où en sommes-nous? Cette question a été au centre d'une interactive à Bunia entre la population et les experts des fonds au profit des victimes. Suivant la délivrance de l'ordonnance de réparation à son encontre, la Cour pénale internationale a fixé le 15 décembre 2017 le montant de la responsabilité auquel il est tenu à 10 millions de dollars. Monsieur Thomas Lubanga ayant été déclaré indigent par la Cour pénale internationale, le fonds au profit des victimes a été chargé de collecter les fonds nécessaires pour la mise en œuvre des réparations. Pour la RDC, nous sommes ici depuis 2008. Nous menons des activités en Ituri, le nord et le sud Kivu. Et présentement, nous travaillons avec 10 partenaires dans notre mandat d'assistance qui font la mise en œuvre de différentes activités. Donc, il y a l'appui psychologique. Donc, ces organisations travaillent avec les victimes qui ont subi des préjudices et peut-être ont des problèmes de santé mentale ou ont juste besoin d'un soutien psychologique pour overcome leur traumatisme. Donc, il y a ça. Il y a aussi la réhabilitation physique. C'est vraiment pour les victimes qui ont subi des différents préjudices physiques. Et il y a les chirurgies, donc les interventions médicales, ça peut être des chirurgies correctives, ça peut être les corrections fustiles, ça peut être des prothèses. Donc, tout ce qui concerne le physique de la personne. Pour ceux qui le savent, Jérémie Katanga a été condamné pour crimes contre l'humanité et pour 4 crimes de guerre, dont le meurtre et attaque contre une population civile, destruction des biens et pillage, commis le 24 février 2003 lors de l'attaque lancée contre le village de Bogoro. Et donc, sa responsabilité a été fixée à 1 million de dollars. Et cette somme va être utilisée pour la réparation des victimes. Jérémie Katanga avait été déclaré indigent, donc il n'avait pas pu donner cet argent. Et donc, c'est le fonds au profit de victimes qui a fait recours à ces ressources pour pouvoir mettre en œuvre ces réparations. Et donc, le 24 mars 2017, la Chambre de première instance avait rendu son ordonnance de réparation, par lesquelles il a décidé d'apporter des réparations collectives, individuelles, en faveur de 297 victimes des crimes commis contre Jérémie Lubanga. Et donc, les principales modalités qui ont été retenues, il y avait eu une indemnisation symbolique, il y a le soutien au logement, il y a le soutien aux activités génératrices des revenus et aussi le soutien psychologique. Et donc, par rapport à toutes ces modalités, jusqu'à ce jour, qu'est-ce qui a été fait? Et donc, pour ce qui est des indemnisations symboliques, le fonds a déjà payé à toutes les 200, a déjà octroyé des réparations aux 297 victimes, et cela à toutes les victimes, certaines étant en Europe, en Ouganda, à travers le monde,
Et donc, pour cette modalité, à 100%, le fonds l'a déjà mise en œuvre. Et donc, ici est de noter que par rapport aux modalités choisies, toutes les victimes ont été consultées par le fonds au profit des victimes et aussi avec leurs avocats pour pouvoir savoir exactement ce qu'elles voulaient par rapport à leur choix et par rapport à la valeur du montant de leur réparation qui avait été fixé. Et aussi, tout au long de la mise en œuvre, les victimes sont consultées et ont eu la possibilité de pouvoir effectuer des changements parce que parfois les circonstances, il y a peut-être certaines victimes qui avaient fait un choix, mais après un certain moment, par rapport à tout ce qu'ils ont, ça peut être par rapport aux connaissances, par rapport à la situation économique et autres. Et donc d'autres victimes voulaient changer les modalités choisies initialement. Et donc le fonds a toujours été est disponible et a accepté d'effectuer ce choix-là, ce changement de choix pour le bien-être des victimes. Et donc, par rapport à la deuxième modalité, qui est l'aide à l'éducation, pour ça aussi, le fonds est parvenu à fournir 100% du budget alloué. Et donc, le fonds a pu donc payer les frais scolaires des dépendants des victimes ou bien des victimes elles-mêmes pour prendre en charge leurs études, que ce soit pour cela partait de l'école maternelle, du primaire, du secondaire, pour celles qui avaient choisi des formations professionnelles ou pour ceux qui sont dans des instituts supérieurs ou des universités. Et donc pour cette modalité, dans le cadre des réparations de Katanga, c'est clôturé parce que à 100%, toutes les victimes qui avaient choisi cette modalité et on a déjà fini avec ça. Le volet le plus important, en revanche, c'est le plan global de réparation que le fonds doit préparer et présenter au juge en décembre 2021. C'est dans ce plan-là que le fonds va faire toutes les propositions concrètes, opérationnelles, de comment réaliser les réparations. Et c'est à ça que le fonds travaille en ce moment, avec à l'esprit deux choses principales. Premièrement, oui, il s'agit de respecter le cadre posé par les juges, mais il faut qu'on prenne en compte les vues, les souhaits des personnes qui sont reconnues comme victimes. De quoi ont-elles souffert? Qu'est-ce qu'elles veulent? C'est ça qu'on doit mettre dans le plan et c'est sur cette base-là qu'on va faire des propositions de mesures de réparation. La deuxième chose à laquelle on veille avec attention, c'est le respect de la confidentialité. C'est-à-dire qu'on agit dans la plus grande discrétion quand on s'engage avec des personnes qui éventuellement pourraient dire qu'elles ont été victimes et qu'à tel ou tel moment elles ont été victimes de crimes. On va toujours garantir la discrétion et la confidentialité totale, de sorte à ce que les gens puissent bénéficier de réparations tout en poursuivant leur vie de manière, on va dire, normale. Ça conclut mon intervention et je vais juste en profiter pour faire un tout petit point de rappel. Si parmi cette audience, certaines personnes ont été des victimes ou ont été engagées avec la Cour, il ne faut pas le dire publiquement. Ce sont des choses qu'on garde pour soi et qu'on garde pour son interaction avec soit le fonds, soit la Cour, soit son avocat, mais qu'on n'a pas à dire publiquement et que nous, on respecte toujours. Voilà, ça conclut un peu la mise à jour sur le stade des réparations dans l'affaire Ntaganda. Un plan sera proposé par le fonds en décembre 2021 et c'est une fois que ce plan aura été étudié par les juges, commenté, qu'ils rendront une décision qui dira « Ok, vous pouvez mettre en œuvre telle mesure ». Voilà, merci, je vous remercie. Un rappel, Thomas Selubanga et Germain Katanga ont quitté la prison de la Cour pénale internationale le 19 décembre 2015 pour rejoindre la prison centrale de Makala à Kinshasa, à RDC, où ils ont purgé leur peine, puis libérés respectivement les 15 et 16 mars 2020. Thomas Selubanga a été condamné à 14 heures de prison pour avoir enrôlé des enfants de moins de 15 ans dans ses troupes
et les avoir fait participer aux hostilités à Ituri entre 2002 et 2003. Tandis que pour Jérémie Katanga, la situation a été différente. Reconnu coupable d'avoir stocké et distribué des armes utilisées lors du massacre de Bogoro le 24 février 2003, il a été condamné à 12 ans mais a bénéficié d'une libération anticipée. Cependant, Bosco Ntaganda, reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, a été condamné le 7 novembre 2019 à 30 ans de prison. Les participants à cette conférence ont soulevé plusieurs questions autour de la procédure d'identification et de réparation des victimes dans les affaires de ces anciens seigneurs de guerre en Ituri. La première personne, et c'est là derrière. Moi, c'est Fora Bonebana Rebecca, porte-parole adjointe des étudiants de l'Université de Bunia. Alors, en ce qui concerne la procédure de réparation des affaires Taganda, Taganda, Katanga et Lubanga, moi, je n'appelle pas une réparation, parce que pour parler de la réparation, il faut réparer tout ce qui a été détérioré. Parce que moi, j'appelle toujours, c'est une assistance que vous faites là. Alors, ma question est celle-ci. Qu'en est-il les sorts des vraies victimes qui n'ont pas été identifiées par vos services? Parce que pour identifier les vraies victimes, il fallait associer les gens qui ont vécu pendant ces crimes pour les identifier. Alors, vous apportez vos gens ailleurs pour identifier ces gens. Or, les vraies victimes n'ont pas été identifiées dans l'affaire Bosco Ntaganda, Katanga et Lubanga. Avant de répondre sur le fond à la question, je vais juste procéder à un rappel rapide. Dans l'affaire Ntaganda, les victimes n'ont pas encore été identifiées. Dans l'affaire Lubanga, la procédure d'identification a en réalité duré plus d'une dizaine d'années. Cette procédure d'identification s'est faite à l'aide d'intermédiaires locaux résidant au sein des communautés des victimes. L'intervention du Fonds au profit des victimes ou de la Cour en particulier s'est limitée à l'assistance aux victimes pour l'établissement des dossiers. Donc, depuis les années 2010-2009, en réalité, il y a eu pas mal de campagnes qui ont été menées à travers des radios, directement au sein des communautés, pour inviter les victimes concernées à se présenter dans un premier temps pour participer à la procédure simplement. Donc, dans l'idée de présenter leurs vues et préoccupations avant la condamnation des auteurs en question. Puis ensuite, d'autres campagnes ont été menées en vue d'inviter les victimes qui sont concernées à présenter un dossier qui serait évalué en vue de reconnaître leur éligibilité ou non. Donc, sur ce point, j'insiste vraiment, en réalité, ce n'est pas moi qui viens de l'AE et qui va à Magui Centre ou à Katoto ou à Mandro, ou à Ampara et qui va chercher les gens de manière spécifique. Ce sont vraiment des personnes du milieu qui vont aider des individus à se rapprocher auprès de nous afin qu'on puisse les assister. Dans l'affaire Katanga en particulier, en revanche, ce qui s'est passé, c'est une procédure vraiment différente. À la Cour, les chambres ont la possibilité d'identifier les victimes toujours avec l'aide des personnes du milieu, par l'intermédiaire du greffe. Elles peuvent faire cette identification-là avant l'ordonnance de réparation ou après l'ordonnance de réparation. Dans le cadre de l'affaire Katanga, la Chambre avait décidé de procéder à l'identification de toutes les victimes qui se présentaient avant l'ordonnance de réparation. Et là-dessus, une campagne avait été menée au sein de Bogoro pour s'assurer que toutes les victimes concernées et leurs dépendants allaient se présenter et présenter une demande de réparation. Voilà, je pense que ma réponse est un peu longue. Oui, mais juste peut-être apporter une précision aussi. Elle parle du fait que ce qui s'est fait n'est pas une réparation, mais plutôt une assistance. Est-ce qu'il y a une différence?
Je vous remercie. Je parlais parce que c'est vrai que la question avait plusieurs facettes. Il y avait une autre facette qui était en lien avec l'identification à proprement parler. La distinction entre les réparations et l'assistance est simple. Dans le cadre du mandat d'assistance, le mandat du fonds, c'est d'assurer que les victimes de crimes tombant sous la compétence de la Cour, indépendamment de qui les a commis, puissent bénéficier d'un support physique, psychologique et matériel selon leurs besoins. Le fonds procède à cette assistance-là selon les moyens disponibles. En ce moment, comme Kizita l'avait expliqué initialement, le fonds travaille avec 10 organisations qui sont réparties sur 3 provinces et qui essaient d'apporter dans des domaines variés une réhabilitation aux individus concernés. Malheureusement, il est impossible, au vu des moyens, de pouvoir apporter à chaque individu spécifique ayant vécu un crime tombant sous la compétence de la Cour une assistance dans l'immédiat. Du point de vue des réparations à proprement parler, il s'agit d'activités qui sont mises en œuvre pour réparer un préjudice spécifique pour lequel une personne a été condamnée. Ce qui veut dire que ce ne sont pas l'ensemble des crimes qui sont commis par quelqu'un ou un groupe armé qui sont réparés si il n'y a pas une condamnation spécifique à cet égard. Ce qui réduit donc, par rapport au mandat d'assistance, le champ des personnes qui peuvent être éligibles au programme. J'espère avoir répondu à votre question. C'est Gloire Abbas Ibrahim, le président du Parlement des jeunes. Ma question, c'est par rapport à M. Bosco Taganda. Taganda avait pu citer les noms des commanditaires. Qu'est-ce qui fait jusqu'à aujourd'hui là, ces gens cités ne sont pas devant la Cour pénale internationale? La raison pour laquelle ces commanditaires ne sont pas poursuivis, elle nous est, nous, en tant que fonds au profit des victimes, totalement étrangère. Vous le savez, non? C'est le procureur qui décide qui il va poursuivre, pourquoi il va les poursuivre. Et nous intervenons bien après, une fois qu'il y a eu une condamnation, pour apporter des réparations. Maintenant, les raisons pour lesquelles le procureur a décidé de poursuivre Bosco Ntaganda plutôt qu'un autre, moi, je les ignore. Il peut y avoir de multiples raisons. Par exemple, il s'agit d'un procès, donc ça peut être le fait que les preuves qu'ils ont pu trouver et collecter étaient plus fortes. Ça peut être beaucoup d'autres choses et on ne peut pas spéculer, nous, dans notre position, sur les raisons qui ont conduit à ce choix-là, parce qu'on ne les connaît absolument pas. Jacques Pelé, je suis le président de la Ligue des jeunes Balais, Lori. De la communauté Lendo. Merci beaucoup. Ok. Pour qu'on comprenne, certains peut-être ne comprennent pas bien. Ah, vas-y. Ma question s'adresse à l'intervenant qui a pu développer l'affaire Bosco Taganda. La Cour a identifié des secteurs. Je vois Kilo et puis Walendou Djati. Je me pose la question de savoir pourquoi seulement ces deux secteurs alors que Bosco Taganda est passé même par les autres entités administratives. La dernière question est de savoir, avec l'actuelle actualité sécuritaire que nous vivons en Ituri et que votre programme de l'identification de ces victimes prévoit le mois de décembre, alors que les groupes armés ont multiplié leurs attaques, leurs exactions, que pourrez-vous faire? Comment vous allez travailler sous ces multiples attaques des groupes armés? Merci beaucoup. Okay. La première question était de savoir pourquoi on va se limiter uniquement à la collectivité de Banyali Kilo en novembre-décembre 2002 et Walendou Djati en février 2003. Ça, c'est une excellente question en fait et elle revient un peu à la question qui était posée plus avant, à savoir pourquoi le procureur a choisi d'apporter des preuves uniquement là-dessus, alors qu'on sait que le conflit était plus large, alors qu'on sait que les opérations ont traversé d'autres localités. Pourquoi? Moi, je ne sais pas. C'est le bureau du procureur qui a accusé Bosco Ntaganda de crimes commis à tel endroit. C'est comme ça que les juges ont dû suivre ce que le bureau du procureur a proposé comme accusation.
Il y a une excellente suggestion qui est de dire qu'on devrait peut-être davantage clarifier qui nous sommes. Oui, Les beaucoup de gens ne connaissent pas bien le fonds au profit des victimes. Ils confondent parfois avec la Cour. Ok. Les États parties ont créé deux choses en parallèle au même moment dans le même traité. Ils ont créé la Cour pour poursuivre. En parallèle, ils ont créé le fonds pour faire des réparations. On a été créés au même moment, plus ou moins, par le même traité, mais on a des vocations totalement différentes. Là où la Cour est un peu la roue de secours des systèmes judiciaires pour poursuivre, le fonds est aussi la roue de secours quand les accusés ne peuvent pas payer les réparations. Donc nous sommes totalement séparés. Le mandat de la Cour est de poursuivre, donc c'est eux qui mènent les enquêtes. C'est eux qui identifient les suspects, les accusés et qui proposent les charges. Donc par exemple de dire Bosco Ntaganda a conduit telle opération à Banyali-Kilo. Les juges jugent sur la base de ce qui est apporté par le procureur et sur la base de ce que l'avocat du monsieur, non, du suspect, va apporter. C'est une fois qu'il y a une condamnation, qu'il y a réparation et que le fonds entre en jeu. Mais ce sont deux entités séparées. L'une pour poursuivre, l'autre pour réparer. Vous avez posé en fait une question que je vous remercie d'avoir posée parce que ça va me permettre en fait d'apporter davantage d'éléments et de clarification. Et peut-être de revenir sur ce que vous disiez, madame, sur le fait qu'il est important que l'identification soit faite par des gens du milieu et non par des gens qui ne connaissent pas, en fait, tout simplement. Les juges ont dit qu'on doit faire une proposition de plan de réparation en décembre. Nous ne devons pas et nous n'allons pas dire oui et donc X, Y, Z sont les victimes. Non, non, non. Ce qu'on dit, c'est il va falloir identifier les victimes. Et les mesures seront X, Y et Z. On ne va pas dire, c'est bien trop court, la sécurité n'est pas là, on ne peut absolument pas identifier les victimes d'ici décembre 2021, on ne va pas faire ça. Ce qu'on va dire, c'est proposer comment identifier les victimes. Et c'est pour ça, madame, que je dis que les questions que vous nous posez, en fait, ça nous aide. Parce que ça nous permet de dire aux juges, quand on écrit, quand on fait des soumissions, qu'il est important de mettre en place un système selon lequel l'identification est faite par les gens qui connaissent, c'est-à-dire les gens qui étaient là. On peut vérifier à la haie, une fois que tous les éléments ont été collectés, on doit bien s'assurer que ce sont de vraies victimes. Mais l'identification doit se faire sur le terrain, par les gens qui étaient là. Et quand on a des questions comme ça, ça nous permet de les relayer aussi aux juges et de dire que c'est aussi ce qui vient des consultations, c'est ce que veulent les gens et c'est ce qu'on doit faire. Donc nous, ça nous aide parce que, rappelons-nous, on va proposer des méthodes, mais c'est les juges qui vont dire oui ou non et qui vont approuver. Est-ce que ça répond? Yana Aberibando, je suis une jeune parlementaire. Je voulais juste savoir que combien de femmes victimes des crimes commis par les groupes armés qui étaient sous ordre de Lubanga ont été indemnisées plutôt. Je vous remercie, c'est une question vraiment importante que vous posez là. Pour le moment, j'indiquais initialement que 155 victimes ont été prises en charge et que la prise en charge est en train de continuer. 16% de ces victimes-là sont des femmes. Le chiffre est minime et cela s'explique par plusieurs facteurs. Le premier facteur est que, initialement, les victimes qui acceptaient de venir se présenter étaient à prédominance masculine. Initialement. La tendance s'est néanmoins renversée au fur et à mesure des dossiers qui ont été présentés et on espère potentiellement un pourcentage un peu plus élevé parmi l'ensemble des victimes qui vont être admises à bénéficier des activités. Voilà, j'espère que je réponds à votre question. Ma question est celle-ci. Pourquoi les fonds de profit des victimes ont disponibilisé beaucoup de fonds pour la réparation des victimes et pourtant beaucoup de fonds pour la réparation des victimes de Bosco Ntaganda et pourtant Bosco Ntaganda et Thomas Lubanga ont commis un même crime? Jeune parlementaire, moi je voudrais demander à madame à fonction de quoi vous avez pu trouver 30 millions de dollars pour réparer les victimes
des kilos, des secteurs de kilos, et du coup, pourtant, vous n'avez pas un nombre exact au sein de votre rapport. Juste pour revenir sur une explication assez rapide, le montant de l'ordre de 30 millions de dollars qui a été considéré par la Cour pénale internationale comme le montant de la responsabilité de M. Ntaganda, en fait, c'est le montant qui provient du calcul effectué par la Cour des conséquences des dommages causés et du coût pour les réparer. Donc, la Cour a procédé à la même opération dans le cadre de l'affaire Lubanga. Elle a également déterminé à 10 millions de dollars le montant de sa responsabilité. Parmi les crimes pour lesquels Ntaganda a été condamné, il y a également, et non exclusivement, les crimes pour lesquels Lubanga a été condamné. Et à ce propos, la Chambre a considéré que leur responsabilité est solidaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, en considérant l'étendue des dommages causés par Ntaganda, la Chambre a considéré le même étendue de dommages causés par Lubanga. Ce qui veut dire qu'ils sont ensemble responsables pour réparer la partie spécifique qu'ils ont en commun, qui est la conscription, l'enrôlement et l'utilisation active d'enfants soldats dans le cadre d'hostilités. Juste un élément de précision, les 30 millions n'ont pas été mobilisés. Du coup, c'est quelque chose sur lequel le fonds essaie de mettre tout en œuvre pour pouvoir avoir les fonds à disposition. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour l'affaire Ntaganda, le fonds ne dispose que d'1,5 million de dollars pour le moment. Mais le fonds continue à essayer de trouver les fonds nécessaires pour financer les programmes. Pour répondre à votre question relative au nombre, pour déterminer le montant de la responsabilité, il n'est pas nécessaire d'avoir un nombre précis d'individus qui ont été affectés. Ce qui est calculé en réalité, c'est l'étendue des dommages qui ont été causés et les coûts pour réparer ces dommages-là. Et c'est uniquement ensuite qu'on va aller chercher qui spécifiquement a souffert des crimes qui ont été commis comme une part des différents dommages pour lesquels le montant a été calculé. Donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de chiffre précis pour le moment, mais la Chambre a considéré qu'il y avait des milliers, et les représentants légaux ont même avancé le chiffre de centaines de milliers de victimes potentielles. Donc voilà. Cette conférence interactive avec comme thème central lutte contre l'impunité et la réparation des victimes a été organisée par la radio Canal Révélation avec l'appui de son partenaire Open Society Initiative for Southern Africa, en abrégé OSISA, explique Richard Pitoua, directeur de cette chaîne communautaire à Bunia. C'est depuis pratiquement plus de 10 ans que nous, la radio Canal Révélation, nous menons une série d'activités pour rapprocher la justice des justiciables. Et principalement, nous nous occupons, j'allais dire, de crimes graves qui se commettent spécialement dans la province de l'Ituri. Et comment nous menons nos activités? En fait, il y a une série de productions en établissant une interaction entre les autorités et la population. Nous faisons des sensibilisations à travers la radio et actuellement nous avons même créé des chaînes, une chaîne télévision au niveau de YouTube pour arriver encore à passer davantage le message. Parmi nos actions, nos réalisations, certains qui sont ici à Bunia depuis 2003, ils vont se souvenir que nous avions même organisé des séances comme ça où on avait invité le procureur de la Cour pénale internationale. Il était venu, on a discuté, c'était dans la salle de l'Assemblée, Luis Moreno Campo. Nous avons aussi dans la salle de CK20 francophone invité Madame Fatou Bensouda qui était là avec nous. Et elle avait interagi avec la population. Nous n'allons pas rappeler aussi que
Nous travaillons dans une étroite collaboration avec la Cour, mais aussi le Fonds au profit des victimes. Initiative saluée par les participants. Ça nous a permis d'abord, nous, en tant que jeunes, d'interagir avec les autorités locales, mais aussi avec d'autres partenaires qui se focalisent plus dans ces domaines, où j'ai compris quelle est d'abord la différence entre le fonds au profit des victimes et la CPI, parce que souvent ça nous complique et puis on ne sait pas faire la différence. Moi, j'ai vraiment apprécié cet atelier ou la conférence parce que j'ai entendu parler de la réparation des victimes, que cette réparation atteigne vraiment les vraies victimes. Nous souhaitons remercier le Fonds au profit des victimes. Il s'est de rappeler que le Fonds au profit des victimes créé en 2004 par l'Assemblée des États partis, conformément à l'article 79 du statut des Roms, est chargé de mettre en œuvre les ordonnances de réparation rendues par la Cour et fournir aux victimes et à leurs familles un appui physique, psychologique et matériel.